C'est très grave pour le pasteur Marcelo. Une fois de plus, alors que beaucoup pensaient que tout était réglé, que l'argent avait tout étouffé et que la justice avait fermé le dossier, voilà que ce problème revient encore plus fort secouer les réseaux sociaux. Il est désormais avéré que le pasteur Marcelo a reçu une nouvelle plainte ce matin même et cette fois, elle ne vient pas de la famille de Maman Blanche. Non, elle vient de l'hôpital où il a prétendu que sa femme est décédée. L'hôpital auquel il avait fait référence dans toutes ses déclarations publiques a porté plainte contre lui ce matin, affirmant qu'il souille leur réputation, que selon leurs propres registres et leurs dossiers médicaux et officiels, ils n'ont jamais reçu aucune patiente répondant au nom de Maman Blanche. Jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la même journée, une plainte supplémentaire est tombée, cette fois portée par l'oncle de Maman Blanche, qui dit avoir des éléments à charge. Je vous assure que cette affaire n'a pas encore fini. Vous devez absolument comprendre une fois de plus ce qui est réellement en train de se passer. Bienvenue ou bienvenue de retour. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que cette affaire, on en parle depuis des mois. Et à chaque fois qu'on pensait qu'elle allait s'éteindre, elle revenait plus forte, plus sombre, avec des révélations encore plus troublantes que les précédentes. Aujourd'hui, on est à un tournant. On est à un moment où les pièces du puzzle commencent vraiment à s'assembler d'une façon que même les plus sceptiques ne peuvent plus ignorer. Et je veux qu'on prenne le temps, ensemble, de tout décortiquer. Pas en vitesse, pas superficiellement, mais vraiment dans le détail, parce que cette histoire mérite qu'on lui consacre du temps, qu'on lui accorde toute l'attention qu'elle mérite. Avant de plonger dans les nouvelles révélations, je veux qu'on reprenne le fil de cette affaire depuis le début, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, mais aussi pour ceux qui le connaissent déjà, parce que revisiter les faits à la lumière de ce qu'on apprend aujourd'hui change radicalement la manière dont on interprète les événements passés. Les faits prennent une autre couleur. Certaines déclarations qui semblaient anodines, au moment où elles ont été faites, révèlent aujourd'hui une signification que l'on ne soupçonnait pas. Alors reprenons depuis le début. Juin 2024, le monde francophone et plus particulièrement la diaspora congolaise et les cercles des églises dites réveillées apprend avec stupeur la mort de Blanche Odia Kandolo Tunazi, épouse du pasteur Marcelo Tunazi, fondateur de l'église de la Compassion à Kinshasa, une femme que tout le monde appelait affectueusement Maman Blanche, une femme qui était bien plus qu'une simple épouse de pasteur. Elle était le pilier, l'âme, la force visible de ce ministère. Elle animait l'église, dirigeait les initiatives artistiques et théâtrales, participait activement aux activités communautaires, composait des cantiques. En un mot, sans Maman Blanche, l'église de la Compassion n'aurait pas eu le même visage. Elle était partout, elle était tout. Et d'un coup, on nous annonce qu'elle est morte. À Istanbul, en Turquie, lors d'une opération que son mari lui-même qualifie de très simple. Pas d'explication détaillée, pas de précision médicale. Juste une petite opération, et voilà. Morte. Les circonstances sont floues dès le départ. Dès les premières heures après l'annonce, des questions émergent. Pourquoi Istanbul? Pourquoi partir à l'étranger pour une opération simple? Pourquoi cette opacité dans les déclarations officielles? Le mari, censé être celui qui est le plus au courant, celui qui était présent, peine à s'exprimer clairement. Il dit ne pas trop savoir ce qui s'est passé. Il dit avoir attendu des nouvelles. Il dit avoir ressenti quelque chose d'étrange. Il dit avoir senti le parfum de sa femme et avoir compris qu'elle était partie. Ce sont de belles images poétiques. Mais ce ne sont pas des explications médicales. Ce ne sont pas les mots d'un mari qui sait de quoi sa femme est morte. Et ça, dès le premier jour, ça a choqué beaucoup de gens. Puis vient l'enterrement, grandiose. Au stade Tata Raphaël à Kinshasa, devant une foule immense, des pasteurs venus de partout, des dignitaires, des membres du gouvernement, une cérémonie à la hauteur du statut de l'homme. Marcelo Tunazi pleure. Ou plutôt, il nous explique qu'il a beaucoup pleuré en privé et que si on ne le voit pas pleurer en public, il ne faut pas mal interpréter ça. Étrange précision à faire dans un discours de deuil. Étrange besoin de se justifier sur la manière dont on pleure sa femme. Mais soit, on passe. Quelques semaines après l'enterrement, les rumeurs commencent. D'abord timidement, puis de plus en plus fort. On dit que l'opération n'était pas anodine. Certains parlent d'une chirurgie esthétique. D'autres évoquent une liposuction, un BBL, un bypass gastrique. D'autres encore parlent d'une maladie secrète que Maman Blanche cachait depuis des années. Les versions se multiplient. Mais une constante demeure, personne ne sait vraiment de quoi cette femme est morte, parce que son mari ne l'a jamais dit clairement. Et lui,
Pendant ce temps, monte en chair et nous parle de sa libido. Il nous dit qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Il nous dit que Paul avait ce don, mais pas lui. Il nous dit que certains veufs se remarient en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres encore attendent des années, mais que le temps du deuil ne devrait pas empêcher un homme de refaire sa vie. Il dit tout ça depuis sa chair, devant ses fidèles, quelques semaines seulement après avoir enterré la femme avec qui il avait construit tout un empire de 30 ans. C'est là que les réseaux sociaux ont vraiment commencé à s'emballer. Parce que les gens ont une mémoire. Et les gens se souviennent que ce même pasteur, lorsque sa femme était encore en vie, prêchait le contraire. Il disait que les veufs ne devaient pas se précipiter. Il disait que le deuil demande du temps et de la dignité. Il disait que le remariage rapide était un signe de manque de caractère. Et maintenant que sa femme est morte, il change de discours, non pas discrètement, mais depuis sa propre chair, avec un micro, devant des milliers de fidèles, comme si personne n'allait faire le lien, comme si personne n'allait sortir les anciens clips, comme si la mémoire des gens s'effaçait avec la mort de Maman Blanche. Et puis, en juillet, moins d'1 an après le décès, l'annonce tombe. Il va se remarier, avec une certaine Esther Aïcha, une femme qu'il présente comme une sœur en Christ, une femme avec laquelle il dit avoir travaillé pendant des années, une femme qui, selon les photos qui circulent, ressemble de manière troublante à Maman Blanche, même silhouette, même style, même façon d'être, comme si le pasteur avait simplement fait un copier-coller, en version plus jeune, avec 15 ans de moins, et le mariage a lieu le 23 juillet. Un grand mariage, avec des dignitaires, avec des personnalités qui ont dû planifier leur venue des mois à l'avance. Ce détail n'a pas échappé aux observateurs. Pour organiser un mariage d'un tel niveau, avec de tels invités, on ne se réveille pas un matin et on commence les préparatifs. Il faut des mois, des invitations envoyées, des agendas consultés, des billets d'avion réservés. Ce mariage se préparait bien avant que Maman Blanche ne soit froide dans la tombe. Et tout le monde l'a compris. Le frère de Maman Blanche sort. Il prend la parole. Il dit que la famille a été avertie du remariage en face à face, que le pasteur leur a demandé de prier pour lui. Il dit aussi, et c'est là que l'affaire prend une dimension absolument terrifiante, que leur sœur ne serait pas morte des suites d'une opération. Il affirme que Maman Blanche aurait découvert un secret insupportable sur son mari, un secret tellement lourd qu'elle s'apprêtait à demander le divorce. Et ce secret, selon lui, touchait non seulement à l'existence d'une maîtresse, ce que la famille soupçonnait depuis un moment, mais à quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui aurait lié le pasteur à des loges occultes. Et dans ces loges, selon les dires du frère de la défunte, le pasteur aurait lui-même un mari, une relation secrète avec un autre homme protégé par l'omerta des réseaux occultes. Maman Blanche aurait découvert tout ça. Elle aurait voulu partir. Et peu de temps après cette découverte, elle se retrouve en Turquie pour une opération mystérieuse dont elle ne revient pas. Je vous dis ce que le frère de la famille a dit. Je ne confirme rien. Je rapporte les accusations qui ont été portées publiquement. Mais ce qui donne du poids à ces accusations, c'est précisément leur source. Ce n'est pas un internaute anonyme. Ce n'est pas un ennemi déclaré du pasteur. C'est un membre de la belle famille. Quelqu'un qui était proche de Maman Blanche. Quelqu'un qui a vu ce mariage de l'intérieur. Et quelqu'un qui dit avoir des preuves. Ce mot, des preuves, il ne l'utilise pas à la légère. Il dit que le dossier existe. Il dit que des plaintes ont été déposées. Il dit que la vérité finira par éclater au grand jour. Et pendant que tout ça se passe, le pasteur, lui, monte en chair et dit que quand tu es persécuté, c'est parce que Dieu est avec toi. Il utilise les Écritures comme bouclier. Il transforme ces scandales en épreuves de foi. Il retourne contre ses accusateurs le sentiment de culpabilité religieux que ses fidèles ont intériorisé depuis des années. Critiquer le pasteur, c'est critiquer Dieu. S'opposer au pasteur, c'est s'opposer à l'onction. Et ces fidèles, dont le cerveau a été irrigué pendant des années par ce type de rhétorique, applaudissent. Ils défendent leurs bergers. Ils attaquent ceux qui osent poser des questions. Ils traitent les questionneurs d'oiseaux de mauvaise augure, de jaloux, de démons. Et le pasteur continue. Il se remarie. Il se lève, il prêche, il prospère. Jusqu'à ce matin, parce que ce matin, tout a basculé. Ce matin, quelque chose s'est passé que l'argent ne pourra probablement pas étouffer aussi facilement. Ce matin, une institution a parlé, pas un individu, pas un membre de famille en colère, pas un internaute, une institution médicale, l'hôpital lui-même.
L'hôpital dont le nom avait été mentionné comme étant le lieu du décès de Maman Blanche. Cet hôpital a décidé de porter plainte contre le pasteur Marcelo Tunasi pour atteinte à sa réputation. Et dans cette plainte, l'hôpital affirme quelque chose de dévastateur. Selon leurs registres, selon leurs dossiers officiels, selon leurs archives médicales, ils n'ont jamais reçu de patiente au nom de Blanche Odia Kandolo Tunasi. Jamais. Elle n'était pas là. Elle n'a jamais été admise dans leurs locaux. Et si elle n'était pas là, alors où était-elle? Et de quoi est-elle vraiment morte? Et qui a fabriqué le certificat de décès qui a permis de l'enterrer? C'est là que l'affaire prend une dimension criminelle qui dépasse de loin les simples rumeurs de remariage précipité. Ce n'est plus une question de morale. Ce n'est plus une question de temps de deuil respecté ou non. Ce n'est plus même une question d'infidélité conjugale. On parle potentiellement de falsification de documents. On parle potentiellement d'une mort dont les circonstances réelles n'ont jamais été établies. On parle potentiellement d'une femme dont le corps n'a peut-être jamais quitté le sol congolais, comme l'a affirmé le frère de la famille, en précisant que l'avion qui aurait transporté Maman Blanche était un avion domestique, pas un vol international. On parle d'un homme qui n'a jamais accepté qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps de sa femme. Et maintenant, on parle d'un hôpital qui dit « Cette femme n'était pas chez nous » et dans la même journée, l'oncle de Maman Blanche dépose lui aussi une plainte. 2 plaintes dans la même journée. 2 fronts qui s'ouvrent simultanément. D'un côté, une institution médicale internationale. De l'autre, un membre de la famille proche. Ces 2 plaintes, si elles aboutissent, si les tribunaux acceptent de les instruire sans être achetés ou étouffés, pourraient changer définitivement la trajectoire de cette affaire. Je vous dis que cette affaire n'a pas encore fini. Et aujourd'hui, on va aller au fond des choses. Pour comprendre pourquoi ces nouvelles révélations sont aussi explosives, il faut comprendre qui est vraiment le pasteur Marcelo Tunasi. Et je dis vraiment parce que l'image publique qu'il projette et la réalité que les faits récents commencent à dessiner sont 2 choses très différentes. Marcelo Tunasi est né en janvier 1965 dans le village de Kabare au Kivu, cette province de l'Est de la République démocratique du Congo, ravagée depuis des décennies par une guerre permanente, des exactions, des viols de masse, des déplacements de population. Il grandit dans un contexte de violence structurelle que lui, plus tard, une fois devenu riche et puissant, choisira d'ignorer de la manière la plus théâtrale possible. Mais on y reviendra. Il se convertit au christianisme en 1990, après ce qu'il décrit lui-même comme une apparition de Jésus-Christ. Il reçoit son appel pastoral en 1996 et fonde son église en 1998 à Kinshasa, l'église de la Compassion. Depuis, il bâtit un empire, le Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission, connu sous le sigle CREFM, est créé en 2009. Ce ministère compte aujourd'hui plus de 50 extensions à travers la RDC, l'Europe et le Canada. Il est compositeur de cantiques. Il est un metteur en scène d'une troupe théâtrale. Il est auteur de livres spirituels. Il dirige un orphelinat. Sur le papier, c'est l'homme complet, le berger modèle, le serviteur de Dieu dont rêvent toutes les congrégations. Mais derrière cette image de sainteté construite et entretenue avec soin, il y a un homme beaucoup plus complexe, beaucoup plus contradictoire et selon un nombre croissant de voix, beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Commençons par ce que personne ne peut nier. Il est un pasteur profondément controversé. Pas parce qu'il est brillant dans sa controverse, mais parce que ses prises de position sont régulièrement offensantes, rétrogrades et parfois carrément choquantes. Il est connu pour ses attaques répétées contre l'Église catholique, qu'il a publiquement qualifiée de salle d'attente de l'enfer. Il est connu pour avoir tenu des propos qui, selon de nombreux observateurs, justifiaient les violences sexuelles subies par les femmes en les renvoyant à leur manière de s'habiller. Des déclarations que certains relativiseront en invoquant le contexte, mais que d'autres, et je suis de ceux-là, trouvent absolument inacceptable quel que soit le contexte. Parce qu'aucun contexte ne justifie de laisser entendre qu'une femme est responsable de l'agression qu'elle subit. Il est aussi connu pour son niveau de vie. Jet privé, palais, convoi officiel, dîner avec des membres du gouvernement congolais. Il est riche, terriblement riche, et il ne s'en cache pas. Il affiche sa richesse comme une preuve de la faveur divine. C'est d'ailleurs l'un des mécanismes centraux de la théologie de la prospérité qui structure ce genre de ministère. Si Dieu te bénit, c'est visible. Si tu es riche, c'est que Dieu est avec toi. Si tu es pauvre, c'est que tu manques de foi ou de générosité envers l'Église.
Ce discours, appliqué par des hommes qui vivent dans des palais pendant que leurs fidèles s'appauvrissent à coups de dîmes et d'offrandes, est d'une violence économique que beaucoup refusent encore de nommer clairement. Et puis, il y a sa gestion de la question du Kivu. En 2024, sous pression des internautes qui lui reprochaient son silence face au massacre de population dans sa province natale, il a organisé une sortie. Lui et son épouse sont allés dans la région. Et là-bas, sous la pluie, ils ont prié. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont mouillés. Ils ont pleuré. Et le monde entier a pu voir les photos. Pendant ce temps, les ONG laïques, elles, sans caméra et sans ostentation, construisaient des hôpitaux, distribuaient de la nourriture, protégeaient des civils. La différence entre une mise en scène médiatique et une action concrète n'a jamais été aussi criante. Il mange et dîne avec ceux qui gouvernent ce pays. Il a accès à des oreilles que d'autres n'ont pas. Et plutôt que d'utiliser cet accès pour pousser à des solutions concrètes, il préfère aller se mouiller sous la pluie pour alimenter ses réseaux sociaux. C'est révélateur. C'est profondément révélateur d'un système où l'image compte plus que l'impact. Mais revenons à Maman Blanche. Parce que dans toute cette histoire, c'est elle, la victime centrale. C'est elle dont la mort mérite d'être élucidée. C'est elle dont la mémoire est trahie chaque jour que cette vérité reste enfouie. Blanche Odia Kandolo est née vers 1975. Elle a rencontré Marcelo Tounazi alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle a grandi avec lui. Elle a construit avec lui. Elle a tout donné à cet homme et à ce ministère. Ils se sont mariés en l'an 2000 et ont eu 4 enfants ensemble. Oracle Choukrani, Chifra et Tabiri. Des prénoms d'une beauté singulière. Des enfants dont le plus jeune, au moment de la mort de leur mère, avait à peine 2 ans. 2 ans. Imaginez un instant ce que ça signifie. Un enfant de 2 ans qui perd sa mère et dont le père, quelques mois plus tard, ramène une autre femme à la maison. Blanche était le cœur du ministère. Elle animait, elle créait, elle portait. Et selon ceux qui la connaissaient bien, elle portait aussi autre chose. Un poids. Le poids d'un mariage qui n'était peut-être pas aussi idyllique que les photos voulaient le faire croire. Le poids d'une fidélité unilatérale dans un couple où l'un, protégé par son statut et sa richesse, faisait ce qui lui plaisait pendant que l'autre souriait pour les caméras. Et selon les révélations récentes, elle portait depuis des années la connaissance de certaines choses. Des choses qu'elle avait acceptées, digérées, mangées, comme on dit chez nous. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas pu avaler. Et c'est peut-être cette dernière chose qui a précipité sa mort. Parlons maintenant des accusations de la famille. Le frère de Maman Blanche a été très précis dans ses déclarations. Il a dit que leur sœur avait découvert que son mari appartenait à des loges occultes et que dans le cadre de ces loges, le pasteur entretenait une relation avec un homme. Voilà. C'est dit clairement, publiquement, par quelqu'un qui était dans la famille. Maman Blanche, selon lui, pouvait supporter l'idée que son mari avait une femme en dehors du mariage. C'était douloureux, c'était humiliant, mais c'était quelque chose qu'elle avait décidé de supporter pour le bien du ministère, pour ses enfants, pour tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Mais apprendre que son mari avait également une relation avec un homme, dans le contexte d'une appartenance à des réseaux occultes, c'était une ligne qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle avait décidé de demander le divorce. Et peu de temps après cette décision, cette femme se retrouve en Turquie, dans un hôpital, pour une opération dont personne ne connaît vraiment la nature. Et elle ne revient pas. Et maintenant, cet hôpital dit qu'elle n'était même pas chez eux. Réfléchissons à ce que ça signifie. Si Maman Blanche n'était pas à Istanbul, si l'hôpital que le pasteur a cité n'a aucune trace de sa présence dans ses dossiers médicaux, alors où était-elle? À Kinshasa, dans un autre hôpital, sous un autre nom? Et si elle n'a jamais quitté le territoire congolais, comme le suggère l'affirmation selon laquelle l'avion utilisé était un vol domestique et non international, alors la question se pose avec une acuité terrifiante. Que s'est-il réellement passé? Et qui était au courant? Avant qu'on entre dans la partie qui va déranger beaucoup de monde, je veux qu'on reste encore un moment sur les faits bruts, vérifiables, que personne ne peut contester, parce que dans un contexte comme celui-ci, où les émotions sont fortes, où les camps sont clairement définis entre ceux qui défendent le pasteur et ceux qui l'accusent, il est important de ne pas se laisser emporter par les unes ou par les autres. Ma démarche ici n'est pas d'accabler un homme sans preuve. Ma démarche est de poser des questions que les faits rendent légitimes, voire impératives. Revenons sur la chronologie. Maman Blanche décède en juin 2024 à Istanbul,
Selon les déclarations officielles, elle est enterrée le 17 juin 2024 à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, dans une cérémonie grandiose. Quelques jours après l'enterrement, le pasteur commence à faire des déclarations publiques depuis sa chaire sur sa capacité ou son incapacité à rester célibataire. En juillet 2025, soit moins d'un an après le décès, il annonce son remariage avec Esther Aïcha. Le mariage est célébré le 23 juillet 2025 et ce 23 juillet, date à laquelle il épouse sa nouvelle femme, serait le même jour que celui où il avait épousé Maman Blanche. Le même jour. Si c'est vrai, et plusieurs sources concordantes l'affirment, alors il faut s'interroger sur la signification de ce choix de date. Est-ce un hommage? Est-ce une provocation? Est-ce une coïncidence? Ou est-ce, comme certains le suggèrent, un signe rituel qui ne doit rien au hasard? Ce détail en lui-même ne prouve rien, mais il s'inscrit dans un ensemble de faits, de coïncidences et de comportements qui, pris individuellement, peuvent paraître insignifiants, mais qui, mis bout à bout, forment un tableau d'une cohérence troublante. Parlons maintenant d'un autre élément qui a beaucoup retenu l'attention, la ressemblance entre Esther Aïcha et Maman Blanche. Plusieurs personnes qui ont regardé les photos du mariage ont été frappées par cette ressemblance, pas une ressemblance vague, une ressemblance marquante, les mêmes traits, la même corpulence, le même type physique. C'est comme si le pasteur avait cherché à reproduire quelque chose, à reconstituer quelque chose. Certains psychologues expliqueraient ça simplement par un attachement au type physique qui correspond à sa première femme. D'autres, qui baignent dans une culture où les symboles ont une importance capitale, y voient quelque chose de plus délibéré, de plus calculé, une substitution qui va au-delà de l'affectif, une substitution qui aurait une fonction. Et puis il y a l'âge. Esther Aïcha a environ 15 ans de moins que le pasteur. Elle est jeune, elle est en pleine santé, elle est au début de sa vie adulte, et elle s'engage avec un homme dont la première femme vient de mourir dans des circonstances que personne ne peut expliquer clairement, dont le comportement post-deuil a choqué jusqu'à ses propres fidèles, dont la belle famille accuse publiquement d'avoir joué un rôle dans ce décès. Elle entre dans une histoire déjà chargée d'ombre. Et je pense à elle, sincèrement, parce que dans cette histoire, elle est la prochaine pièce sur l'échiquier, et j'espère vraiment me tromper sur ce que j'en pense. Revenons maintenant sur quelque chose que la famille de Maman Blanche a évoqué et qui est d'une importance capitale dans la compréhension de cette affaire, la question du certificat de décès. En droit, la procédure est claire. Pour qu'un certificat de décès soit émis, il faut d'abord qu'un acte de décès soit établi. L'acte de décès est un document officiel qui atteste de manière légale de la mort d'une personne. Le certificat de décès est ensuite établi sur la base de cet acte. On ne peut pas avoir le certificat sans avoir d'abord l'acte. C'est un principe de base qui existe dans tous les systèmes juridiques qui s'inspirent du droit civil. Or, selon les accusations portées par la famille de Maman Blanche, le pasteur Marcelo aurait obtenu le certificat de décès de sa femme avant d'obtenir l'acte de décès officiel. Il aurait eu le certificat d'abord, l'acte ensuite, ce qui est légalement et procéduralement impossible, à moins d'une falsification, à moins que des documents aient été fabriqués, à moins que quelqu'un, quelque part, ait utilisé des connexions, de l'argent, ou les deux pour créer une réalité administrative qui n'existait pas encore. Et maintenant, ajoutez à ça la déclaration de l'hôpital. L'hôpital dit qu'elle n'était pas là. Si elle n'était pas là, si aucun dossier médical ne trace sa présence dans cet établissement, alors qui a signé le document qui atteste de sa mort sur leur territoire? Qui a établi l'acte de décès? Et comment cet acte a-t-il été obtenu dans un pays étranger si la personne concernée n'était même pas dans le pays en question? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont des questions juridiques précises auxquelles seule une enquête sérieuse peut répondre. Et c'est précisément pour ça que les plaintes qui ont été déposées aujourd'hui ont une importance capitale. Elles ouvrent la porte à des investigations qui pourraient enfin établir les faits avec la rigueur que cette affaire mérite depuis le début. Il y a un autre élément que la famille de Maman Blanche a évoqué et que personne n'a vraiment creusé jusqu'ici. L'avion. La famille affirme que l'avion qui aurait transporté Maman Blanche était un vol domestique, pas un vol international. Si c'est vrai, ça signifie qu'elle n'a jamais quitté la République démocratique du Congo. Ça signifie qu'Istanbul n'a jamais été sa destination réelle. Ça signifie que toute la narrative de l'opération en Turquie est une construction.
une histoire fabriquée de toutes pièces pour justifier une mort dont la réalité et les circonstances seraient passées ailleurs. Si le corps de Maman Blanche n'a jamais quitté le sol congolais, alors les questions deviennent encore plus fondamentales. Comment l'enterrement a-t-il eu lieu à Kinshasa sans que personne ne pose de questions sur le trajet du corps? Comment le certificat de décès étranger a-t-il été accepté par les autorités congolaises sans vérification? Et qui, dans l'entourage du pasteur, était au courant et a choisi de se taire? Je veux être très clair sur quelque chose. Je n'accuse pas le pasteur Marcelo Tounazi de meurtre. Je ne dispose pas de preuves directes qui établiraient sa culpabilité dans la mort de sa femme. Ce que je fais, c'est relayer des accusations qui ont été portées publiquement par des membres de la famille de la défunte, des accusations qui sont aujourd'hui soutenues par des plaintes judiciaires formelles, notamment celles de l'hôpital, et soulever des questions que les faits disponibles rendent légitimes. Si ces questions ont des réponses innocentes, qu'on nous les donne. Si ces incohérences ont des explications rationnelles, qu'on nous les explique. La vérité, quelle qu'elle soit, sera toujours préférable au silence. Maintenant, passons à ce que certains considèrent comme la partie la plus sensible de cette affaire. La partie sur laquelle beaucoup de commentateurs ne veulent pas s'aventurer parce qu'elle touche à des croyances profondes, à des pratiques secrètes, à une réalité de l'Afrique profonde que le monde moderne préfère souvent ignorer ou ridiculiser. Je veux parler des sacrifices humains dans le milieu des grands pasteurs. Je veux parler de ce qu'on appelle dans certains milieux les pactes de sang. Et je veux parler de la question que des milliers de personnes se posent depuis la mort de Maman Blanche. Est-ce que le pasteur Marcelo a sacrifié sa femme pour accéder à un niveau supérieur de puissance spirituelle? Cette question, je ne l'invente pas. Elle a été posée publiquement. Elle circule sur les réseaux sociaux africains depuis des mois. Et elle s'appuie sur un constat que des observateurs de plusieurs horizons ont fait. Depuis la mort de Maman Blanche, le pasteur Marcelo Tounazi réaliserait des miracles qu'il n'était pas capable de faire avant. Des guérisons, des délivrances, des manifestations spirituelles d'un niveau qu'on ne lui avait pas connu jusque-là. Des choses qui font dire à certains que quelque chose a changé, que quelque chose a été obtenu et que ce quelque chose a un prix. Je sais que ça va faire réagir. Je sais que peut-être certains vont me dire que c'est de la superstition, que c'est irrationnel, que c'est de la pensée magique. Et peut-être que vous avez raison. Mais je veux quand même qu'on explore cette dimension parce qu'elle est réelle dans la psyché de millions de personnes qui vivent en Afrique et dans la diaspora. Et parce qu'ignorer ce que les gens pensent, sentent et observent ne fait pas disparaître les questions. Ça les aggrave. Ça leur donne une vie souterraine qui finit toujours par remonter à la surface. Alors posons la question frontalement. Est-ce que ça existe, les pasteurs qui sacrifient des proches pour accéder à la puissance spirituelle et à la richesse? Et si oui, comment ça fonctionne? Qui sont ces hommes? Comment peut-on les identifier? Et que dit la Bible, en qui ils prétendent croire sur ce genre de pratique? C'est là qu'on va aller dans le prochain script. Parce que cette partie de l'histoire demande du temps, demande de la précision, demande qu'on ne la traite pas à la légère, ni dans un sens ni dans l'autre. On va aller dans les témoignages, on va aller dans les analyses, on va aller dans les faits. Mais avant ça, je veux vous poser une question simple. Depuis que vous connaissez cette affaire, depuis que vous avez entendu parler de Maman Blanche, depuis que vous avez regardé les photos du mariage, depuis que vous avez entendu le pasteur prêcher, depuis sa chaire sur son incapacité à rester célibataire, est-ce qu'une seule chose dans tout ce tableau vous a paru normale? Est-ce qu'un seul de ces éléments, pris dans son contexte, vous a semblé cohérent avec l'image d'un homme de Dieu sincère, d'un mari qui a vraiment aimé sa femme, d'un père qui pense d'abord à ses enfants? Posez-vous cette question et gardez la réponse avec vous pour la suite. Il existe en Afrique centrale et de l'Ouest, dans les milieux évangéliques et charismatiques, une réalité dont on ne parle presque jamais ouvertement, mais que tout le monde connaît. Une réalité chuchotée dans les couloirs des ministères, murmurée lors des réunions de prière tardives, évoquée à mots couverts dans les conversations entre fidèles qui commencent à douter. Cette réalité, c'est l'existence de pasteurs qui ont conclu ce que certains appellent des pactes, des arrangements secrets avec des puissances occultes, des échanges. Tu me donnes le pouvoir, l'argent, la renommée, et en échange, je te donne quelque chose de précieux, quelque chose d'irremplaçable, une vie, celle d'un proche, d'un enfant, d'une mère, d'une femme. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui venez d'un contexte occidental, laïque ou simplement rationnel,
Tout ça ressemble à de la superstition médiévale. Je comprends cette réaction, mais je veux vous demander de rester avec moi encore quelques minutes, parce que même si vous ne croyez pas à ces pratiques, il est important de comprendre pourquoi des millions de personnes y croient, et surtout, pourquoi ces croyances créent un terreau dans lequel des hommes sans scrupules peuvent prospérer. Commençons par les témoignages. Pas les témoignages anonymes, les témoignages publics, documentés de personnes qui disent avoir vécu de l'intérieur ces réalités. Il existe des dizaines de témoignages d'anciens membres ou anciens collaborateurs de grands ministères africains qui disent avoir été témoins de pratiques occultes, des rituels, des cérémonies secrètes, des sacrifices d'animaux, dans les cas les moins graves, et dans les cas les plus graves, des sacrifices humains. Ces témoignages viennent de personnes qui risquent leur vie en parlant, des personnes qui, dans certains cas, ont dû fuir, des personnes qui sont en dehors de ces milieux et qui parlent parce que leur conscience ne leur permet plus de se taire. Est-ce que tous ces témoignages sont vrais? Probablement pas. Il y a dans ce domaine une grande quantité de mythologie, de malentendus de récits, amplifiés par la peur ou la rancœur. Il y a aussi des gens qui mentent, qui inventent, qui cherchent à nuire à des concurrents ou à des ennemis. Le discernement est difficile, mais parmi tous ces témoignages, certains ont une consistance, une précision, une cohérence interne qui les rend difficiles à balayer d'un revers de main. Et derrière ces témoignages, il y a une logique économique et culturelle qui mérite d'être comprise. Dans de nombreuses sociétés africaines, la richesse soudaine et inexpliquée est traditionnellement associée à une transaction secrète. Quand quelqu'un s'enrichit trop vite, sans que le travail ou le talent visible ne l'explique, la question se pose. Comment a-t-il obtenu ça? D'où vient ce succès qui dépasse toute logique? Et dans une culture où le monde spirituel est perçu comme aussi réel que le monde matériel, la réponse naturelle est souvent « il a conclu un pacte ». Il a échangé quelque chose. Cette logique s'applique avec une acuité particulière aux pasteurs des grandes congrégations parce que, contrairement aux autres, ont un discours qui prétend justifier leur richesse par la bénédiction divine. Ils disent « Dieu m'a béni parce que je le sers fidèlement ». Et leurs fidèles croient ça. Ils le croient parce qu'ils ont été conditionnés à le croire. Ils le croient parce que remettre en question la prospérité du pasteur, c'est remettre en question la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est un risque spirituel que beaucoup ne sont pas prêts à prendre. Mais voilà ce que certains théologiens africains qui ont étudié ces phénomènes de l'intérieur disent. La différence entre un miracle authentique et un faux miracle dans ces milieux est presque impossible à discerner pour le fidèle ordinaire. Parce que les deux fonctionnent, parce que les deux produisent des effets visibles, parce que les deux peuvent guérir ou sembler guérir. La question n'est pas de savoir si quelque chose se passe réellement. La question est de savoir quelle est la source de ce qui se passe. Et cette question, seul quelqu'un qui est de l'intérieur peut vraiment y répondre. Dans le cas du pasteur Marcelo, la question que les gens posent est précise. Est-ce que les miracles qu'il réalise aujourd'hui après la mort de Maman Blanche sont de la même nature et du même niveau que ceux qu'il réalisait avant? Et plusieurs personnes qui suivaient son ministère depuis longtemps disent que non, que quelque chose a changé, que l'intensité a augmenté, que des choses se passent désormais dans ces réunions qui ne s'y passaient pas avant. Et elles posent la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été obtenu? Et à quel prix? Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ces observations. Je les rapporte parce qu'elles existent et parce qu'elles font partie du tableau d'ensemble que cette affaire dessine. Mais ce que je peux faire, c'est examiner la logique du sacrifice humain dans le contexte des ministères africains, comment ça fonctionne, comment les victimes sont choisies et surtout, comment les pasteurs qui pratiquent ces choses peuvent maintenir pendant des décennies une image publique irréprochable. Il faut d'abord comprendre que dans la logique occulte qui sous-tend ces pratiques, la valeur du sacrifice est proportionnelle à la proximité affective. Plus la personne sacrifiée vous est chère, plus le pouvoir obtenu est grand. C'est pour ça que, dans les témoignages qui circulent dans ces milieux, les victimes sont presque toujours des proches, des épouses, des enfants, des parents, des personnes dont la mort crée un vide émotionnel réel dans la vie du sacrificateur parce que ce vide est lui-même une offrande. La douleur du deuil est une composante du rituel, elle témoigne du sacrifice consenti. Dans cette logique, un pasteur qui perd sa femme jeune, dans des circonstances mystérieuses, et qui se remarie aussitôt avec une femme qui lui ressemble, crée un pattern qui, pour ceux qui connaissent ces pratiques, est immédiatement reconnaissable.
Pas nécessairement vrai, mais reconnaissable. Et c'est ce que des milliers de personnes ont reconnu dans le comportement du pasteur Marcelo depuis juin 2024. Pas une preuve, mais un pattern. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus concret. Parlons de Bishop Esther Chaoufa, parce que dans l'affaire du pasteur Marcelo, il y a une femme que beaucoup ont oublié de mentionner, ou peut-être volontairement mise de côté parce qu'elle complique le tableau d'une manière que certains ne souhaitent pas explorer. Bishop Esther Charoufa est une figure connue dans le milieu évangélique congolais. Et dans les documents qui circulent sur cette affaire, son nom apparaît en lien avec certaines des accusations